Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous accueillons Fleur Chérie pour évoquer également les jouets avec vous, Fleur Chérie. Je crois que vous allez nous parler d'un livre dont le titre est évidemment révélateur. Oh my God! C'est ça ? Exactement, Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. Ça vient tout juste de sortir aux éditions La Musardine et c'est un sujet qui n'est pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Le sextoy, c'est un objet qui a traversé les siècles d'histoire et tous les continents du monde et dont les formes, les textures, les façons de le vendre, de le cacher chez soi racontent un tas d'aventures sur notre rapport au sexe à travers le temps et à travers l'espace. Le sextoy, c'est pas juste d'ailleurs un objet fonctionnel, c'est avant tout un concept culturel très protéiforme. Le sextoy, il peut ressembler à un os en bois, à une cage de chasteté, à un canard en plastique ou à une sex doll. Donc c'est très différent. Mais on peut imaginer que de toute façon, ils existaient déjà à l'époque des cavernes. Hein, mais bien évidemment. Un petit os et hop, ça fait déjà un premier sextoy. Donc c'est vraiment un objet ou presque même un concept qu'on a encore aujourd'hui, qui évidemment qui s'incarne dans des objets, mais qui en fait toujours existé et qui raconte beaucoup sur nos cultures. Donc elle fait un peu l'historique, c'est ça? Alors voilà, on comprend dans l'essai Oh My God qui vient donc tout juste de sortir, on comprend qu'il combine à la fois la chronologie précise et très bien documentée sur le sextoys, mais il y a aussi un recul critique pour comprendre la discussion entre la culture et le sextoys, comment la culture a modifié l'objet ou comment l'objet a impacté notre façon de consommer le sexe. Elle est journaliste, hein, je crois. Pour Amandine Geneux, elle est journaliste spécialisée dans les sextoys et plus précisément, elle travaille pour un média qui s'appelle le Journal du Geek pas du Dick, je fais un petit lapsus. Et je considère que c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai lus sur la très grande aventure du sextoys. Pour vous illustrer à quel point on a parlé du sextoy à travers l'histoire, il y a beaucoup de fake news historiques qui ont été écrites sur les sextoys. Je vais vous en révéler 3. La première, c'est celle de Cléopâtre et son fameux vibromasseur ronronnant d'abeilles vivantes prisonnières d'un papier de papyrus. Alors évidemment, ce vibromasseur n'aurait jamais existé. Je crois que Philippe Breneau en parle dans son atlas sur... Mais c'est une légende urbaine qui a circulé posthume pour décrédibiliser le règne de Cléopâtre. Mais on s'imagine bien que des abeilles dans un papyrus, c'est un petit peu loufoque. Il y a aussi les ceintures de chasteté que l'on retrouve régulièrement dans les musées de province, soi-disant des objets de torture moyenâgeux, qui sont des créations beaucoup plus modernes et qui sont l'objet de littérature fantasque sur des gens qui vous voulez dire fantasmaient le qu'il n'y Moyen-Âge. aurait pas eu de ceinture de chasteté pendant les croisades? Non, il n'y a pas eu de ceinture de chasteté pendant les croisades. Il y a eu beaucoup de littérature à ce sujet, mais en effet, on retrouve des dessins des premières ceintures de chasteté plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui sont le fruit de littéraire. Et là, c'est plus une fantaisie sexuelle. Qui s'imagine, la vie des moyenâgeux, la vie des croisades, exactement. Et on a aussi cette grande histoire de poupées gonflables chez les nazis. Soi-disant, les nazis auraient eu, pour éviter d'avoir des IST lors de la guerre, on leur aurait donné des poupées gonflables pour ne pas faire l'amour avec les prostituées. Alors c'est une anecdote qui a beaucoup circulé, qui serait fausse parce qu'il n'y a aucune littérature aujourd'hui sérieuse historique qui permet de corroborer ces légendes urbaines. Mais le livre ne s'arrête pas qu'à l'histoire poussiéreuse. Il est aussi question de l'arrivée des soirées Tupperware après la Seconde Guerre mondiale en 1948 aux États-Unis, qui a lancé le marché du sextoys plus féminin au sein même des foyers. La vente par correspondance qui a donné aussi un joli coup de souffle aux produits. Vous savez, vous receviez le catalogue et puis vous pouviez commander à distance les produits. Quand Internet a tout bousculé quelques décennies plus tard avec l'arrivée des boutiques en ligne qui bénéficient, elles, d'une belle promo indirecte par toute l'industrie pornographique qui a popularisé plein d'objets. On pense au god en verre, au plug anal, au god ceinture que l'on voit dans plein de courtes vidéos et qui a vraiment créé un énorme boom sur le marché du sextoy.
Amandine Jonio offre aussi une réflexion assez critique sur le marché actuel du sextoy. Mais est-ce qu'elle parle de 50 nuances de Grey qui a révolutionné la vente? Il y a eu aussi des menottes en 2012. Et des liens, même dans les magasins de bricolage. Decathlon avait dit qu'ils avaient vendu plus de cravaches à une époque suite à la sortie des livres de 50 nuances de Grey. Donc ça, elle en parle. Alors c'est très riche, il y a beaucoup de documentation. Moi, j'essaye de faire un bref résumé. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a toute une partie qui est vraiment une réflexion critique sur le marché actuel du sextoy et son discours marketing qui vire parfois ce qu'on appelle le féminisme washing, c'est-à-dire des slogans qui incitent à consommer du sextoy pour être une bonne féministe, c'est-à-dire indépendante de son plaisir et indépendante des hommes, même si elle nuance ce discours en reconnaissant à l'industrie du sextoys le pouvoir de donner de la visibilité au discours décomplexé qu'on a par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est en partie financé par les marques de sextoys et ça a permis à plein de jeunes gens d'avoir accès à une information qui a été difficile à avoir pendant des années et des années, qui a commencé à faire une forme d'éducation sexuelle. On peut la critiquer, mais en tout cas elle a le mérite d'exister. Bref, j'ai adoré, c'est complet, précis, intelligent et très bien écrit. C'est une très bonne référence pour la collection Attrape-Corps. C'est les essais à la fois vulgarisés et en même temps très, très bien documentés de la Musardine. Et alors je vois dans le dernier chapitre, elle évoque éventuellement l'amour avec les robots, parce que ça c'est aussi tout un questionnement qu'on se pose avec aussi les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, etc. Et visiblement elle évoque ça aussi, mais pour l'instant on ne sait pas trop, hein, on verra bien. Elle y va avec beaucoup de prudence, elle parle des différentes industries et des essais qui sont actuellement en cours. Elle ne se prononce pas là-dessus, mais son ouverture va évidemment vers les robots qui pourraient ou non nous aider, nous accompagner dans la sexualité. En tout cas, on sait notamment au Japon que les real dolls, comme on les appelle, c'est un marché qui est en expansion totale, et c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit si c'est ça qui remplace le lien humain, c'est un peu inquiétant. Oui, alors les Japonais ont peut-être un rapport aussi très particulier à l'objet, c'est-à-dire qu'ils peuvent considérer qu'un objet a une vie, a une âme, a quelque chose, alors que peut-être dans notre culture occidentale, on n'est pas du tout habitué à ce qu'un objet inanimé. Oui, c'est eux qui avaient lancé le fameux chien, vous savez, le petit, je sais plus comment ça s'appelait là. Vous vous souvenez plus, il y a une quinzaine d'années, c'était un petit objet. Le Tamagotchi, Merci. Bien sûr, voilà, qu'on pouvait nourrir et qui était notre petit animal de compagnie, ça bien évidemment. Ça vient du Japon. Et ça n'a pas marché en France, en effet. Et voilà, ça ne veut pas dire que tout va prendre, tout comme la culture du masturbateur pour hommes. Il y a une marque qui est très connue au Japon qui s'appelle Tanga, qui fait des super gaines de masturbation et des produits high-tech sublimes. Je pense qu'il y a un marché au Japon pour des hommes qui se masturbent et qui apprécient avoir un bel objet, le recharger, le nettoyer après utilisation. En France ou même en Europe, ça ne prend pas. Ça prend pas tellement. La masturbation, elle a une autre connotation. Les hommes, ils veulent de l'efficacité. Souvent, ils vivent dans des familles, donc ils n'ont pas le temps d'aller se nettoyer. Enfin, c'est pas des vies célibataires. C'est pas simple à nettoyer en plus. Et puis c'est pas simple à nettoyer. Enfin, ça demande une logistique qui fait que le produit a pas du tout marché sur le territoire occidental. Donc, mais il y a quand même une augmentation de jouets pour hommes. Je ne sais pas si elle en parle, mais ça se développe. Ça se développe énormément, notamment le plaisir prostatique qui est vraiment le carton de ces dernières années en termes de vente, à la fois sur le stimulateur de la prostate et les God ceintures qui permettent aux hommes de se faire, enfin le pegging, on va dire de façon plus générale, qui permettent aux hommes de se faire pénétrer par leur partenaire féminine, qui est aussi une des grandes pratiques qui vient d'arriver, d'émerger sur les 5 dernières années. Et d'ailleurs, ce que je trouve passionnant quand on étudie un peu les jouets, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une émission spéciale sur les jouets, on voit bien qu'il parle beaucoup de l'évolution de la sexualité des gens, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi de nos peurs par rapport au sexe. On le disait un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte à avoir un sextoy à la maison, de le garder dans son tiroir, alors qu'à une époque, on cachait beaucoup plus ce type d'objet, on ne le ramenait pas dans son foyer. C'est des objets peut-être pour personnes célibataires. Aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'objet qui raconte aussi quelque chose sur notre vision plus décomplexée, plus bienveillante à l'égard de la sexualité. Exactement.
Ben, ça m'a l'air très bien, on va le conseiller. Alors ça s'appelle Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. C'est aux éditions de la Musardine. Et c'est Amandine Jonio qui en est l'auteur. Ben, merci Flore de l'avoir défloré pour nous. Avec plaisir. Et je rappelle qu'on peut aller vous retrouver également sur le site mysuitefantasy.com pour éventuellement raconter votre fantasme.